Culture Mag, bienvenue, vous êtes avec nous pour suivre l'actualité des arts et des spectacles avec un sommaire qui va vous faire voyager parce que oui, l'été c'est fini mais ça n'a pas empêché des milliers de gens de se retrouver au milieu du désert de Judée pour danser sur le rythme de David Guetta lors d'un événement extraordinaire. Et puis nous partirons à New York à travers les galeries de Chelsea qui ont choisi d'exposer des graffitis. Enfin, nous vous plongerons dans un univers qui a souvent été polémique, celui de Barbie. Bonjour à tous, on commence tout de suite par ce qui fait le buzz sur la planète culture. Le réalisateur Quentin Tarantino a reçu le prestigieux prix Lumière. C'était à Lyon pour l'ensemble de sa carrière, où Matt Thurman, Tim Roth et Harvey Keitel, émus aux larmes, ont répondu présents pour honorer le réalisateur de Pulp Fiction. Ils se sont exprimés sur scène, le décrivant comme une explosion de dynamite dans le cinéma grâce à un travail qui a toujours eu pour aspiration la justice, la liberté d'expression, le courage, l'amour et la passion. Quentin Tarantino a lui remercié la France, qu'il a ensuite nommé Chevalier des Arts et des Lettres, et en retour, une jolie déclaration d'amour du réalisateur. Je cite « Le cinéma est ma religion et le Vatican est la France ». Et un autre réalisateur qui fait l'actualité, c'est Spike Lee. Les premières images de son documentaire sur Mike Tyson ont été diffusées sur la chaîne américaine HBO. Le film est centré sur le one-man show du boxeur qui est revenu sur sa carrière, ses relations amicales et amoureuses et ses problèmes avec la justice sur une scène de Broadway. On peut rappeler que ce mois-ci, Spike Lee sortira son adaptation de Old Boy, le film coréen ultra-violent et esthétique qui avait eu un succès international. On attend ça avec impatience. Et un grand événement culturel en Libye, la 11e édition de la Foire internationale du livre de Tripoli, un festival avec un goût nouveau, celui de la liberté. Pour la première fois, les organisateurs ne sont pas obligés de se plier à la censure qui était autrefois imposée par le régime Kadhafi. Sandy Fortis. Première foire internationale du livre post-Kadhafi en Libye, un record de 70 000 titres, plus de 400 éditeurs venant de nations arabes mais aussi de pays occidentaux. Un grand succès pour cet événement littéraire, le premier depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Organisée dans la capitale et soutenue par le ministère de la Culture libyen, la 11e édition de la Foire du livre de Tripoli est la première à ne subir aucune censure pour le plus grand bonheur des visiteurs. Cette année, c'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment surprise. J'ai pourtant l'habitude de ce genre d'événement, mais là, il n'y a pas de censure et on voit bien qu'ils ont passé du temps pour bien préparer cette Foire du livre. Des préparatifs qui ont pris plusieurs mois selon le chef du comité d'organisation. Ça nous a pris près de 4 mois pour organiser cette foire du livre. Nous avons réussi dans une courte période à surmonter toutes les épreuves et en faire un succès. Nous considérons cet événement comme une chance donnée au public pour se tourner vers la lecture, les sciences, plutôt que de penser aux manifestations et aux problèmes de sécurité. Une organisation certes réussie, seul bémol, pour certains visiteurs, le prix pour y accéder. C'était un grand challenge pour les organisateurs et le ministère de la Culture et c'est un succès, mais malheureusement, le prix de cette foire est un peu trop élevé pour le citoyen moyen libyen. Parmi les 15 pays participants à cette foire internationale, le Liban, la Jordanie, l'Inde et l'Égypte, un moyen pour certains de prouver leur solidarité envers leurs voisins libyens. À suivre, David Guetta qui a fait danser notre journaliste Virginie Khalifa et des milliers d'autres personnes au cœur du désert de Judée. Mais tout de suite, ce sont les highlights. Exposition royale à Arus, intitulée Pas de deux royales, une rencontre artistique. La dernière exhibition du musée d'art moderne Arros rassemble 150 œuvres d'art réalisées par des artistes pas comme les autres, le roi et la reine du Danemark. Cette exposition n'est pas une première pour la reine Margrethe. Ses peintures ont déjà été exposées au musée de Copenhague, mais c'est bien la première fois que les œuvres du prince Henrik apparaissent à leur côté. La cité de l'architecture en mode art déco, sa modernité trépidante et son luxe sont exprimés dans l'exposition 1925 quand l'art déco séduit le monde, qui a démarré le 16 octobre à Paris. Maquettes et dessins d'architecture, mobilier, peintures et sculptures, objets d'art et photographie nous font revivre les années folles. Avec l'art déco, la France a montré au monde sa créativité. À vous désormais de le découvrir jusqu'au 17 février.
Exposition exceptionnelle de robes de mariée, ça se passe au musée de la Diaspora à Tel Aviv, préparé par les étudiants de la célèbre école de stylisme Shenkar de Ramat Gan en Israël. Voici des robes aux inspirations multiples provenant de nombreux pays de la diaspora juive. Allemagne, Grèce, Maroc ou Yémen, découvrez les influences de ces différentes cultures sur les robes nuptiales, une exhibition qui vous fera rêver jusqu'en février. Allez, on se plonge dans le monde tout rose et parfois édulcoré de Barbie avec Sandy Fortis. Bonjour, alors la poupée a 54 ans cette année, mais elle n'a pas fini de nous surprendre. Exactement, c'est surtout le géant Mattel qui cherche à surprendre. Sa dernière nouveauté, c'est le Barbie Bar. Il a ouvert à Paris le 19 octobre. Évidemment, c'est très kitsch, tout de rose vêtu. On peut y trouver des cocktails très girly, comme par exemple le Barbie Sunrise. C'est ouvert pour les plus de 18 ans, évidemment, mais c'est quand même sage, ça ferme ses portes à 22h. Alors, c'est pas la première fois que Mattel se lance dans un tel projet ? Effectivement, il y a un restaurant à Taipei qui a ouvert en janvier dernier. C'était évidemment un restaurant Barbie avec des serveuses avec un physique très barbiesque, on va dire, avec des talons hauts et des diadèmes. Ça rappelle aussi le restaurant qui avait ouvert à Shanghai en 2009. Par contre, ça n'a pas été un succès. Il a dû fermer en 2011. Et encore plus récemment, Mattel avait ouvert une maison de Barbie à taille réelle à Berlin, où on invitait tous les visiteurs à se promener dans les maisons de Barbie. Il y avait 2500 mètres carrés de surface avec cuisine et garde-robe. C'est ce qu'on voit sur les images. Tous les accessoires, exactement. C'est très très grand et il y avait beaucoup de petites filles qui se sont bien amusées. Alors justement, ces petites filles, on en parle parce que Barbie, c'est censé être pour ces petites filles, mais la maison a créé souvent la polémique. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Alors cette maison n'avait pas plu, surtout aux féministes, évidemment. Il faut dire que depuis toujours, Barbie est assez réfractaire. Surtout, il déteste l'image qu'elle véhicule. Alors, il faut dire que si on y pense sérieusement, des études qui ont été réalisées justement sur les dimensions de Barbie affirment qu'elle ne pourrait pas survivre si elle avait été de taille réelle, avec de telles mensurations. Quelques chiffres pour vous donner une idée, elle ferait en vrai 1,79 m pour 50 kg seulement. Ses mensurations seraient 99, 45, 83 et elle chausserait du 35,5. Évidemment, elle ne pourrait pas tenir debout, elle devrait marcher à quatre pattes. Et elle ne pourrait pas tenir sa tête droite. Alors voilà, on va en parler juste après. Ça, c'est Nicolas Elam qui a... Bon, alors voilà, là, c'est Galia Slayen, une jeune américaine qui se bat contre l'anorexie, qui a réalisé une Barbie grandeur nature en suivant ses mensurations. On l'a vu, c'était pas très très joli à voir. Et là, c'est Nicolas Elam qui a créé, grâce à une imprimante 3D, une poupée Barbie avec des dimensions d'une jeune femme moyenne. Le résultat est bien loin de la Barbie Mattel, mais personnellement, je la trouve bien plus jolie quand même. Comme ça, il y aura beaucoup moins de mauvaises influences sur les petites filles qui adorent cette poupée finalement. Oui, mais c'est surtout ça qui dérange. Le problème, c'est que beaucoup de petites filles rêvent de ressembler à ces Barbies et certaines ont franchi le pas. Beaucoup ont subi des chirurgies esthétiques pour ressembler. On a une image d'ailleurs qui le montre exactement. Là, c'est Barbie et sa copine Bratz, qui est en fait la plus grande concurrente de Barbie depuis qu'elle est apparue sur le marché des jouets en 2011. Franchement, on ne peut pas dire que c'est beau à voir. On a même du mal à croire que ce sont de vraies personnes. Alors moi, si je peux donner un petit conseil aux petites filles, restez vous-même, ça vous évitera de devenir aussi moche que ces poupées en plastique. Et on terminera sur ça. Merci beaucoup, Sandy Fortis. On part maintenant à New York où les graffitis font leur entrée dans les galeries branchées à Chelsea, un art de rue qui a beaucoup évolué depuis sa création. Graffiti. Pour certains, il ne s'agit que de vandalisme, pour d'autres, il s'agit d'un réel art de rue. C'est ce que pense Sacha Jenkins, qui a transporté les graffitis de plusieurs générations jusqu'au Red Bull Studio dans le quartier new-yorkais branché de Chelsea. Une exposition qui décrit l'évolution des graffitis depuis leur première apparition. Les médias les appellent graffiti depuis les années 70. Les graffeurs les appellent des écritures parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font. Ils écrivent leur nom. Et puis ça a évolué parce qu'une sorte de compétition entre graffeurs s'est créée. Je vais écrire mon nom comme ça, je vais ajouter une flèche ou un dessin de Snoopy. Puis à force, c'est devenu un langage émergent que seules les personnes formées ou habituées pouvaient comprendre. L'art du graffiti n'a cessé de se développer. Il est passé en quelques années de vandalisme à une forme d'art, un langage urbain. Il a ensuite fusionné avec le mouvement hip-hop naissant des années 80 avant de devenir une partie intégrante de la scène urbaine. Des artistes connus ont d'ailleurs commencé leur carrière dans la rue, comme le célèbre et anonyme Banksy dont on entend beaucoup parler en ce moment.
Des artistes comme Banksy, par exemple, sont directement liés à ce qu'il se passait dans les rues de New York dans les années 80. Il y avait un mouvement d'art de rue très puissant à cette époque. Des artistes comme Jean-Michel Basquiat. Et avant d'être riches et célèbres, ils se sont fait un nom dans la rue. Parmi les plus de 100 pièces originales de l'exposition Rite of Passage, certaines remontent au tout début de l'ère graffiti, comme cette authentique rame de métro new-yorkais que vous pourrez admirer jusqu'au 23 novembre. De la rue aux galeries branchées, il n'y a qu'un pas. Les graffeurs semblent l'avoir franchi. Au pied de la forteresse de Masada, 425 mètres sous le niveau de la mer, près de 30 000 personnes présentes. Ce n'était pas un pèlerinage, non, mais plutôt l'événement à ne pas manquer. Une rave géante en plein milieu du désert avec aux commandes nul autre que David Guetta, pour le plus grand plaisir de son public qui l'adore. Et notre journaliste tout-terrain, Virginie Khalifa, y était pour nous, pour vous, Musique Maestro. Après plusieurs années d'absence, David Guetta est revenu en Israël avec une seule idée en tête, celle de se produire dans un lieu symbolique pour marquer les esprits. Ces derniers temps, j'ai essayé de travailler sur des événements spéciaux. Alors je me suis produit sur la muraille de Chine cette année et je voulais continuer à me produire dans des lieux symboliques. Et Masada en fait partie. Et puis j'aime son histoire. Environ 25 000 personnes se sont donné rendez-vous au pied des ruines de Masada, une expérience unique et je peux vous dire qu'il faut le vivre pour le croire. Le show a commencé vers 18h, au programme 8 DJ. Voilà, on vient d'arriver, c'est déjà noir de monde, vous voyez derrière moi le parking avec toutes les voitures. La fête se passe de l'autre côté, ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout de suite. Et c'est dans le bus qui nous a conduits sur les lieux de l'événement que la fête a commencé. À peine descendu de ce bus, je me suis laissé emporter par l'excitation de la foule qui marchait sur le rythme de la musique. Certains ont fait la fête devant l'entrée, apparemment les plus jeunes. D'autres, plus chanceux, ont eu le droit de danser dans la zone VIP. Mais honnêtement, l'endroit où il fallait être ce soir, c'était bien évidemment la fosse. Bon bah ça y est, on a eu nos passes, hein. Passes privilégiées pour le staff, c'est parti. On est prêt pour faire la fête, je me suis habillée pour de toute façon. On va voir ce que ça donne cette fête dans le désert. Hein. Sur place, on a pensé à tout. Un espace lounge avec un bar dans les airs, plusieurs zones VIP, des stands, différentes animations et une scénographie à couper le souffle. David Guetta, lui, n'est arrivé qu'à 1h du matin, alors il a commencé à mixer, la foule était impatiente et en plein délire. Des jeux de lumière, des feux d'artifice, une sélection musicale digne de l'artiste. C'était ça, le concert de David Guetta à Masada. Ça fait des années que je n'ai pas joué ici et c'est très spécial pour moi. Je suis vraiment heureux d'être ici ce soir. Après David Guetta, c'est Steve Angello, ex-membre du groupe Swedish House Mafia, qui a continué de faire danser les foules. Et puis, les Israéliens Infected Mushroom ont pris le relais. Et je peux vous dire que la foule était encore en forme et qu'elle a dansé sans s'arrêter, et ce, jusqu'à l'aube. Plus tard, en loge, David Guetta nous a confié avoir apprécié son séjour, même s'il était trop court. Il nous a parlé de revenir très vite dans le pays, peut-être à Tel Aviv ou sur un autre lieu historique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous serons au rendez-vous. Et Virginie Khalifa est sur notre plateau, elle va nous parler un petit peu plus de cet événement qui donne encore envie de danser. Bah, j'aimerais préciser que vous étiez en train de danser, Laetitia, pendant tout le reportage. Ça me fait plaisir. J'aime beaucoup, moi, David Guetta, mais j'aime encore plus Steve Angello, qui a été votre préféré des DJ à cet événement assez incroyable, finalement. Eh bien, apparemment, nous avons les mêmes goûts. C'est vrai que Steve Angello a vraiment mis le feu à Masada. Alors, c'est vrai que, bon, David Guetta, on a l'habitude de ses shows et puis de sa musique qui est un peu plus populaire. Steve Angello était un peu plus axé house music avec un peu plus pointilleux, on va dire. Et puis après, on a aussi eu de la trance avec les Infected Mushrooms, qui sont un groupe israélien connu dans le monde entier. Qui ont terminé la marche, entre guillemets, les Infected Mushrooms. Qui ont pratiquement terminé la marche, parce qu'après, il y avait encore le DJ Yael, qui est aussi axé trance et qui est assez connu dans le pays. Et jusqu'à quelle heure cet événement avait lieu ? Jusqu'à 6h. Et jusqu'à 6h, je peux vous dire que les gens n'avaient pas envie de rentrer, les gens continuaient à danser, à chanter, à crier, c'était incroyable. C'était la première fois que vous viviez quelque chose comme ça, un concert en plein milieu du désert ? C'était la première fois et
franchement, j'en suis encore émue parce que c'était incroyable. Il faut vraiment le vivre pour comprendre l'effet que ça peut faire à quelqu'un. De se retrouver en face de 25 000 personnes, ce show de lumière en plein désert, il y a la mer morte à ma droite, je me retourne, j'ai Masada à ma gauche. Il n'y a pas de mots pour le décrire, c'était vraiment fou. Ben, merci pour ce joli témoignage. Avec plaisir. On espère qu'ils reviendront très vite, d'ailleurs. Je pense l'année prochaine, mais c'est encore des rumeurs. D'accord. Merci beaucoup, Virginie Khalifa. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur i24news.tv, également sur Facebook et sur Twitter. Demain, vous retrouverez Valérie Abécassis. Mais d'ici là, bon retour sur la planète Terre.